Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise et chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Majuscule Propos, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui où nous allons parler de l'heure, en tout cas aujourd'hui, nous célébrons, nous célébrons davantage l'avancement des nouvelles technologies et les développements qu'on constate dans plusieurs de nos pays, notamment le Rwanda. Mais aujourd'hui, quand le Rwanda avance avec son histoire également, et dont certains épisodes ne sont pas du tout bons, c'est des épisodes comme le génocide commis contre les Tutsis 1994. Le génocide que nous commémorons aujourd'hui pour la 28e fois de suite. Si aujourd'hui le Rwanda avance, les nouvelles technologies qui aident le Rwanda à avancer, ces mêmes nouvelles technologies aujourd'hui sont utilisées comme une arme, sinon de nier ce qui s'est passé au Rwanda, de nier une partie de l'histoire du Rwanda, notamment le génocide commis contre les Tutsis. Aujourd'hui, quand on dit nouvelles technologies, forcément on parle Internet. Et aujourd'hui, comment est-ce que à la page des réseaux sociaux, aujourd'hui on parle des réseaux sociaux où tout le monde a la parole, mais parmi toutes ces personnes qui ont la parole, il y a également des gens dont l'activité aujourd'hui, ou en tout cas les activités, c'est de nier certains faits de l'histoire que le Rwanda a traversé, notamment le génocide commis contre les Tutsis. Aujourd'hui, les Rwandais qui sont au pays, les Rwandais qui sont dans la diaspora, comment est-ce qu'ils font face à cette situation? Comment est-ce que les négationnistes du génocide commis contre les Tutsis notamment, on va essayer un peu de comprendre comment est-ce qu'ils opèrent, par quel réseau, qui sont les visages, les vrais visages derrière les noms qu'on retrouve sur les différents réseaux sociaux. Avec nous au studio, nous sommes avec un journaliste, mais pas que journaliste, il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est Albert Roudat-Simbourgwa. Bonsoir Albert. Bonsoir. Et surtout bienvenue dans Majuscule Propos. Merci de m'avoir réinvité. Voilà, merci beaucoup. Avec nous également depuis Paris, elle est de la diaspora rwandaise en Belgique, mais elle est avec nous depuis Paris. C'est Madame Félicité Eliamoukuru, elle est ancienne présidente de Ibuka Belgique. Bonsoir Madame. Bonsoir, bonsoir et merci aussi de m'avoir réinvité. Voilà, et ce sont les deux qui vont être avec nous. D'abord, je parlais des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont devenus comme un terrain que les négationnistes du génocide commis contre les Tutsis exploitent bien. Albert, le Rwanda aujourd'hui, c'est 26 ans après le génocide commis contre les Tutsis. C'est vrai, le Rwanda avance, mais bien sûr, avec son histoire triste, je le disais tout à l'heure là dans mon introduction. Déjà, les messages qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ces messages aujourd'hui affectent déjà même la mémoire des victimes du génocide? En fait, il faudrait décomposer la problématique comme tu la présentes et dire il y a plusieurs composantes là-dedans. Parce que dans la marche de se reconstruire en tant que nation, il y a toute une démarche que le Rwanda devait de regarder la vérité en face et la partager avec les Rwandais eux-mêmes. Un, pour pouvoir soutenir les victimes, et deux, pour confronter ceux qui ont commis ces crimes, les criminels. Parce que ça a été toute l'originalité de la situation du Rwanda, et surtout des gens qui ont arrêté le génocide, c'est le FPR. Le FPR avait comme première aussi, après avoir défait ces gens-là, c'est comment on réintègre ceux qui sont prêts à au moins avoir une certaine repentance vis-à-vis du crime qu'ils ont commis.
Donc, il y a ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Et surtout qu'on passe, parce qu'en fait, on est à la 28e, dans l'histoire, c'est une génération. Donc, on est déjà une génération plus loin. Donc, le grand problème, c'est comment est-ce que cette nation s'y prend-elle aussi pour faire passer toute cette problématique, pour la partager avec les gens, pour que les gens soient vraiment soient autant acteurs que l'État. Il faut que les sujets de l'État soient autant acteurs dans cette démarche que l'État. Alors, là-dedans vient effectivement, parce que le génocide, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est quoi un génocide? Ça a été défini, ça a été clairement dit. Et ces étapes, bien sûr. Voilà, les 10 étapes du génocide. Et la dernière, on le sait, c'est le déni. C'est ce qui fait achever le cycle. Donc, et le déni a commencé dès qu'ils ont, en fait, dès qu'ils ont commencé le génocide. À ce moment-là, immédiatement, les criminels eux-mêmes déniaient, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire. Leurs actes. Et leurs crimes. Et non seulement nier ces actes, mais en plus de ça, voulait en faire quelque chose comme une légitime défense. Hein? Donc et évidemment, c'est de bonne guerre, je dirais, mais en plus de cela, cet acte, en plus de le nier et de faire passer ce message déjà aussi aux prochaines générations. Donc, autant les gens qui ont combattu le génocide, autant les gens qui ont été victimes du génocide, les survivants, autant eux aussi doivent passer ce message aux prochaines générations, autant les criminels font la même chose. Alors, si le génocide s'est fait à travers un média qui avait une large diffusion, parce qu'il est vrai qu'il y avait les impressions comme Kangura et tout ça, Kambuka, mais RTLM, c'était le plus grand diffuseur. La radio. La radio. Et tout le monde avait une radio déjà, donc à ce moment-là. Et donc, le génocide se faisait en direct à travers ça. Mais maintenant, la digitalisation fait que la diffusion est encore plus large. Donc, les gens qui nient ce génocide et qui font en fait du négationnisme aussi, utilisent maintenant aussi des moyens qui sont 1000 fois, 1 million de fois plus large, de diffusion plus large que ce qu'avait RTLM à l'époque du génocide et avant le génocide. Et ça, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que ce n'est pas comme si, à un certain moment, par exemple, quand le Rwanda demandait, par exemple, enfin, les gens qui combattaient le génocide demandaient, par exemple, qu'on brouille les fréquences les ondes de RTLM, chose que les Américains ont refusée, au nom de la liberté de la presse, c'est une chose. Donc, ils l'ont déjà dit à cette époque-là. La même liberté. Cette liberté. Donc, aujourd'hui, c'est pratiquement ce que... C'est au nom de cette même liberté... Que, par exemple, toute tentative de vouloir brouiller ces messages aujourd'hui à travers le digital, donc dans ces réseaux sociaux que tu évoquais, les mêmes gens qui rechignaient à brouiller ça à l'époque, aujourd'hui aussi clament qu'il faut laisser la liberté de ces criminels. D'expression, voilà. On va voir maintenant cette liberté où elle peut mener. Mais lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est vrai. Sur terrain, ici au Rwanda, il y a des lois qui existent. Il y a des organes qui s'en occupent également par rapport à ces messages, à tous ces messages-là divisionnistes et surtout des messages qui visent le déni du génocide. Mais il n'y a pas qu'au Rwanda, que l'histoire du Rwanda se passe. Nous sommes un peu à des milliers de kilomètres. En Europe, par exemple, où nous sommes avec Félicité Diamokourou, je vous disais tout à l'heure que c'est l'ancienne présidente de Ibuka Belgique. Madame Félicité, il faut reconnaître que, c'est vrai, vous êtes en France aujourd'hui, mais
les groupes, souvent les noms qui sont évoqués, des personnes qui sont évoquées derrière ces messages, ces groupes sont sur ce territoire-là. France, Belgique, Angleterre, un peu partout en Europe. Vous qui êtes sur terrain, est-ce que c'est des gens que vous croisez, par exemple, au quotidien, dans les rues? À quoi ressemblent déjà ces visages derrière ces messages? Ouais, très bien, merci. Alors, c'est des personnes totalement normales, hein. Il faut revenir sur le fait que l'ère des médias, des réseaux sociaux, c'est qui nous avantage dans pas mal de choses. Voici que je suis à Paris, je peux parler avec Kigali. Mais c'est une ère qui donne pignon sur rue aux personnes qui ne pouvaient jamais se tenir devant les gens. Et parlant du génocide, c'est des personnes en fait qui sèment une autre graine qui est totalement la même que celle du génocide. Et ça, c'est ce qui est très grave quand ça pilule sur les réseaux sociaux et que on se retrouve que nos témoignages en tant que survivants sont presque réduits au mensonge. Donc c'est ça en fait, le déni du génocide, c'est ramener une autre tendance et dire que le survivant ment, il n'a pas vécu ça. L'histoire du génocide est arabiscotée, c'est comme ça. Ceux qui l'ont arrêté, c'est les mêmes personnes qui l'ont commis. Donc en fait, ce qui est très grave dans le négationnisme que nous rencontrons en Europe, c'est profiter justement de cette liberté d'expression. Et qui dit liberté d'expression en oubliant que, comme Albert venait de le mentionner, qu'en 1994, c'était aussi une certaine liberté d'expression, mais qui a conduit jusqu'à plus d'1 million de morts. Alors, les réseaux sociaux, OK, mais c'est aussi, il y a des outils pour devoir réguler ça. La difficulté aujourd'hui, c'est que lorsque vous portez plainte, par exemple, contre un certain déferlement de haine sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Déjà, pour que le média qui diffuse ça prenne ça en compte, il faut traduire, il faut bloquer, c'est parfois notre parole contre la leur. Mais je voudrais donner un exemple. Il y a eu pendant longtemps un certain humoriste français, Dieudonné, qui diffusait vraiment l'antisémitisme d'une façon très décontractée, très relaxe. Ça a pris beaucoup d'années et je me dis qu'il ne faut pas se décourager parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas diffuser sur ni Facebook, ni YouTube, ni rien. Et on sait très bien que la Shoah, c'était quelque chose d'avéré avec des lois solides. Mais ça avait quand même pris du temps pour déjà museler Dieudonné sur les réseaux sociaux. Mais c'est fait. Tardivement, c'est fait. Moi, je me dis, on n'a pas à se décourager parce que nous avons la vérité. La vérité historique ne change pas. Nos témoignages, il faut nous écraser pour qu'on se taise. Le Rwanda qui est debout aujourd'hui, mais c'est aussi une vérité qui est bluffante pour ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, il faut, je pense qu'à mon avis, même si c'est des personnes que nous croisons dans les rues, qui sont habillées, moi je le dis, autrefois, en 1994, ils étaient en haillons, en peau de banane et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils sont en costard. Mais c'est pas grave. Ça ne change rien au fait qu'ils ont commis le génocide et soutiennent déjà le négationnisme. Mais madame, en France aujourd'hui, il existe des lois punissant toute personne, en tout cas coupable du négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. En Belgique également, il y a des avancées sur ce terrain. Est-ce que
ces lois n'aident pas quelque chose, si déjà elles sont là, doit-on dire qu'elles sont, excusez-moi l'expression, mais obsolètes par rapport à la réalité à laquelle vous faites face et par rapport également au message que ces personnes diffusent et continuent à marcher, à se sentir aussi libre que n'importe qui en Belgique ou en France? Alors moi, je pense vraiment, en mon humble avis, les lois sont nécessaires. Regardez, en France, ils ont ces lois. On n'entend pas beaucoup de personnes qui sont traduites devant la justice malgré l'existence de cette loi. Bon, la dernière qu'on a entendue, c'était Natacha Polony. Je ne sais pas comment ça va se solder. Mais, moi, je pense qu'il y a un petit souci, il y a un petit souci technique. On va revenir à Madame Félicité Diamoukoulo. On va la reprendre tout à l'heure. Albert, c'est une question que je posais à elle. Et, par exemple, en France, où elle est présentement, nous avons des lois. Nous avons une loi qui est claire, qui punit toute personne coupable du négationnisme. Pourquoi ces lois ne sont pas... Ça ne suffit pas de peut-être faire peur ou peut-être arrêter ces mouvements-là. On voit des voix qui montent chaque jour, des nouvelles personnes, des nouveaux visages. C'est-à-dire que l'existence de cette législation-là, de cette loi, ça n'a aucune influence sur ces gens? Non, elle n'a aucune influence. Et puis, je crois qu'il faut aussi être sobre vis-à-vis des réalités. Ça veut dire que, autant les gens, le monde a reconnu le génocide contre les Tutsis, et autant, jusque 28 ans après, parmi des pays puissants, leaders mondiaux, refusent jusqu'à aujourd'hui même cette appellation. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont toujours pas adopté cette appellation qui a été adoptée par tous les pays du monde. Donc tout ça, il y a tellement... On fait des choses d'un côté et de l'autre côté, on fait d'autres qui en fait sont en train je dirais, de rendre nul certaines choses. Ces lois, c'est la même chose aussi. Autant l'Holocauste pèse beaucoup plus qu'en fait, ainsi il faut le dire, que d'autres génocides. C'est très important ce que vous dites. Peut-être. Je vais expliquer pourquoi je dis ce genre de choses aussi. C'est parce que quand bien même la loi sur le génocide, la convention elle-même internationale reconnue, il a fallu combien d'années pour que les États-Unis la signent? C'est vraiment la ratifie. Donc, c'est en traînant les pieds. Alors, il y a aussi, c'est que l'Holocauste s'est produit en Europe. L'Holocauste s'est produit en Europe avec aussi toute une culture d'antisémitisme qui existait en Europe depuis plusieurs années. Plus de 1000 ans. En parlant d'un peuple qui avait été, en fait, qui avait tué Dieu pratiquement. Donc il y a ça. Alors, je dirais qu'il y a une certaine dose de racisme aussi quand on arrive au génocide des Tutsis. Et donc, ces lois existent. S'il a fallu autant de temps pour interdire à Dieudonné de diffuser ce genre de blagues, je ne crois pas que Nathalie Polony, ou je ne sais plus très bien comment elle s'appelle, qui maintenant a été poursuivie en justice, je ne crois pas personnellement que ça va aboutir à une accusation. À une condamnation plutôt. L'accusation, elle est de là, mais condamnation. Donc je crois aussi qu'il y a tout ça, parce que en plus, autant que le temps passe, autant ce message est dilué. Parce que nous avons encore aussi un problème, nous sommes le tiers-monde,
on est noir, on est l'Afrique, et la façon dont on nous prend, aujourd'hui, si on nous prend un minimum au sérieux, c'est vraiment parce qu'on a un État qui est carré et qui est consistant et qui a gardé une même attitude et qui va chaque fois pouvoir le remettre dans la face de ceux qui nient ce qui s'est passé ici. Surtout que sur le reste, on est bancable. Donc, et on commence à peser, on commence on prend en compte aussi notre avis. Mais il ne faut pas se leurrer. Ces lois existent, mais même chez eux, pour leurs problèmes à eux, je dirais, c'est un cadre, je dirais, légal, mais l'application, elle est très compliquée. Voilà. Peut-être, j'aimerais bien qu'on donne également la parole à Madame Félicité, parce qu'on m'a dit qu'elle est de retour. Madame Félicité, vous avez entendu les propos d'Albert. Est-ce que vous pensez également qu'il y a cette forme-là de deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire des poursuites aux personnes qui diffusent des messages négationnistes quand on parle du génocide commis contre les Tutsis, que lorsqu'on parle du génocide des Juifs? En effet, on peut comprendre que l'Holocauste, donc le génocide des Juifs, est commis sur le sol européen. Donc, les personnes européennes sont vite sensibilisées. C'est le génocide qui va être beaucoup plus appris dans les écoles. Mais ce que Albert disait, c'est aussi le fait que même s'ils ont les lois, ce ne sont pas des lois qui fonctionnent forcément, parce que l'antisémitisme, ici en Europe, il est plus que jamais présent, comme si il y a 1000 ans, les gens ont oublié ce qui a conduit à la Shoah. Donc, moi, j'ai peu de foi en les lois. Parce que les lois, elles ont leur place d'être là. Dernièrement, on entendait déjà les hommes de justice qui disent que la justice, elle est très lente. Les dossiers sont plein sur les bureaux des magistrats. Mais par contre, moi, mon domaine et ce en quoi je crois aujourd'hui, c'est le travail de la société civile au niveau de l'éducation, dans les écoles. En fait, ces gens profitent de quoi? Profitent de l'ignorance des uns et des autres. Ils profitent d'une connaissance totalement bancale des Européens pour diffuser leur message. Et puis, ils se donnent une certaine façade de droits de l'homme. Donc, c'est vraiment des droits de l'hommistes. Et aujourd'hui, si je parle du négationnisme en Europe, en tout cas sur le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est un négationnisme qui change de ton tout le temps. En fait, ils sont obligés de s'adapter. Ça, c'est le caractère du mensonge. Parce que le mensonge doit s'adapter. La vérité reste immuable. Elle reste là, la vérité, tu la bouges pas, tu la changes pas. Mais par contre, le mensonge, ils sont obligés chaque fois de varier. Dans le temps, ils disaient, le génocide ne s'est pas passé au Rwanda. Donc, ils n'admettaient pas. C'était frais. Eux-mêmes, c'était frais. Ils avaient encore vraiment le sang. Ils avaient les odeurs comme nous. Ils se souvenaient de ce long chemin dont ils parlent, Inzilandende. Donc, c'était encore frais. Et alors, nier, c'était, je pense, le plus simple. Je n'ai rien fait. On n'a rien fait. Il ne s'est rien passé. Et puis, le génocide est reconnu. Les acteurs qui étaient sur place ont vu, ont noté, le journaliste a fait son reportage et tout ça, et les livres sont écrits. C'est une vérité historique avérée, on ne peut pas la contredire. Et là, ça change. Le génocide s'est passé, mais il y en a eu un deuxième. Et puis, après, quand ils voient que le double génocide aussi, ça ne marche pas,
Maintenant, on est dans une sorte de folie du mapping report et qu'on entend ici en Europe. Oui, maintenant, c'est les crimes au Congo. Non, revenons au Rwanda. Parlons de ce qui s'est passé au Rwanda et arrêtez d'aller commencer à vous placer comme des gens qui allaient être des porte-parole des Congolais et de ceux de la région. Mais s'il faut en parler aussi, il faut rappeler qu'il y a toute une marée humaine génocidaire qui a déferlé sur cette région. Elle, on n'en parle pas, on ne parle pas de toutes ces personnes qui sévissent dans cette région. Donc, je reviens sur le fait que le négationnisme change de face tout le temps, tout le temps. Mais les lois, elles, on ne va pas les adapter chaque fois que le négationnisme change. C'est la même chose que dans l'antisémitisme. Vous avez par exemple, ici je suis à Paris, en Belgique, des endroits comme à Lost où il y avait un carnaval. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans un carnaval? C'est une sorte de folklore, c'est culturel, tout le monde s'y retrouve. Mais dans ce carnaval d'Alost, il va s'y glisser un antisémitisme sournois, mais pas des moindres. Et donc, on voit déjà cette façon de maquiller une chose qu'on porte vraiment à cœur. Il faut savoir que les lois, on les veut, on les voudrait, mais des lois solides qui arrivent vraiment à punir, mais il ne faut pas se leurrer. Comme Albert le disait, le négationnisme change de couleur, change de face et prend la forme plus ou moins la plus buvable. Justement, les réseaux sociaux dont on évoque ici restent en tout cas un vecteur de toutes ces pensées-là, de toute cette idéologie-là. Ça reste en tout cas un canal qui diffuse tous ces messages. Vous parliez tout à l'heure du travail de la société civile, peut-être en faisant un tout petit peu fi à l'existence des lois. Le travail de la société civile, c'est quoi que vous faites concrètement aujourd'hui pour, sinon, contrecarrer ou encore contredire ces fausses vérités qui sont mises en avant par tous ces groupes, toutes ces personnes que vous venez de mentionner là? Oui, merci. Alors, le travail, principalement, en tout cas, qui m'incombe, qui me fait lever tous les matins, me fait courir, arpenter les rues de Bruxelles, de Belgique et de France, c'est de rencontrer les étudiants. C'est par centaines, c'est parfois plusieurs matinées. Et c'est déjà, bon, je précise toujours d'où je parle, je suis d'abord témoin, mais témoin pour un but. Parce qu'on peut tous être témoins, mais nos témoignages ne sont pas là pour juste briser ou faire pleurer ou attirer de l'attention ou la compassion, mais c'est vraiment dans le but pédagogique, d'éduquer. Parce que le génocide, pour qu'il arrive, il y a eu une sensibilisation massive. Et à l'école, déjà, on était discriminés. J'arrive au Rwanda, je suis à l'école primaire, les petits doivent se lever. C'est déjà une histoire tragique qui se commet dans des écoles. Et alors, ici, le travail dont je parle, c'est d'avertir un public, celui de l'école, parce que la violence, ça prend aussi à l'école. La discrimination, ça prend aussi à l'école. On a des petits soucis. On a des petits soucis du côté de Madame Félicité. Il faut comprendre. Nous parlons Internet, bien sûr, la connexion. Vous savez, on n'a pas toujours le contrôle total, comme on n'a pas toujours le contrôle total de tous ces messages dont on parle ici. Albert, la plupart de ces messages dont je parlais ici, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, certaines personnes sont identifiées. Et la plupart sont loin du Rwanda. Vous qui êtes ici au Rwanda,
comment est-ce que c'est perçu du Rwanda? C'est quoi l'impact de ces messages divisionnistes, négationnistes sur la société rwandaise qui essaye de se reconstruire, qui essaie de se projeter vers l'avenir, mais tout en ayant en rétroviseur son histoire? En fait, c'est une situation assez délicate et compliquée. Parce que au Rwanda, c'est pas comme en Allemagne. Les victimes en Allemagne venaient de partout. Et ceux qui ont survécu ne sont pas restés en Allemagne. Ne sont pas restés avec les bourreaux. Ici, c'est vraiment à l'intérieur d'une même famille. Le génocide s'est passé au Rwanda Par des Rwandais par des Rwandais. contre des Rwandais. Je veux dire, parce que le génocide s'est passé même aussi loin que entre un mari et sa femme et les enfants. Donc, et c'est vraiment ça, c'est pas une image, c'est aussi une réalité. Donc, et en plus de cela, ceux qui arrêtent le génocide, avec cette vision de voir comment est-ce qu'on redémarre la famille après ça. Pour que ceux qui ont survécu, pour qu'ils puissent survivre et qu'on leur demande de faire le sacrifice, ne même pas essayer de se venger. Alors qu'au moment où les génocidaires sont battus, En 1994. en 1994, les survivants ont les moyens de se venger. Et on leur demande, s'il vous plaît, ne nous vengeons pas. Ce sacrifice, parce que combien de sociétés dans l'histoire de l'humanité ont subi un challenge de cette ampleur, émotionnellement? Hein? Est-ce qu'on demande à quelqu'un à qui on a empalé sa mère, sa sœur, tuer ses frères, etc., son père, etc., de ne pas se venger? Et donc, et de pouvoir même donner une chance à cette personne qui a fait tout ça, de quand même être réintégrée dans la société. Et de devoir maintenant subir, 28 ans après, des gens qui en fait le touchent dans ses plaies, je dirais sentimentaux, moraux, Qui tourne le couteau. qui tournent le couteau dans ses mêmes plaies, et de lui demander de rester, de garder son sang-froid. C'est un challenge pour cette société qui est... Je ne crois pas que le monde qui regarde le Rwanda voit l'ampleur, voit la magnitude de la pesanteur que ça a sur cette société. Comment on épargne cette société maintenant, Albert? L'épargner, c'est difficile parce que... Comment on l'épargne à cette période? Tout à l'heure, j'ai parlé du Rwanda, que tout le monde félicite. Moi, je crois que il faut sortir aussi d'une idée de dire en cette période. Non, le problème, cette histoire, c'est une histoire continue. Malheureusement, parce que ailleurs, on oublie. Parce qu'ailleurs, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que les politiciens qui, à l'époque, en Occident, parce que nous, tout ça, c'est passé, on était dans la fleur de notre jeunesse, en fait. Mais la plupart des politiciens, Bill Clinton, il est vieux. Et ceux qui sont là maintenant, aujourd'hui, n'ont pas la même mémoire que ceux qui étaient là en 1994. En Europe, c'est la même chose. Donc on nous voit avec des textes, mais ils ne l'ont pas vécu dans leur vécu à eux. Donc les gens qui nous jugent aujourd'hui ne savent pas dans ce que nous ont passé. Mais nous aussi, on a un réel challenge, un devoir de vaincre ce challenge, de pouvoir l'aborder. Parce qu'il faut éduquer cette société que c'était un meurtre dans la famille. Et que jamais... Ces histoires... Parce que les autres continuent à perpétuer une histoire de Hutu et Tutsi. Mais non, personne ne sait même nous dire qui est Hutu. C'est quoi un Hutu ou c'est quoi un Tutsi? Par contre, on sait très bien
ce que c'est Umunyarwanda. On le sait, ça on peut le définir. Donc, mais le problème n'est même pas Hutu-Tutsi, c'est simplement le fait, un crime c'est un crime. Et comment dire à tout le monde que c'est un crime et qu'il faut le prendre comme ça et que leurs enfants doivent vivre avec ça, mais pas vivre pour... Ils ne doivent pas vivre en le subissant, ils doivent vivre pour que eux aussi deviennent des champions, pour que ça n'arrive plus jamais dans cette société. Et donner l'espoir aux survivants qu'on ne laissera plus jamais faire ça. Donc, je veux dire, le vrai challenge, c'est pour les Rwandais. Et il faut que... Je sais qu'on en parle maintenant parce que c'est la période, mais ça, c'est le défi de cette société. C'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. Et qui demande, à cause de le sujet que tu as amené aujourd'hui, justement, parce que à travers... C'est la digitalisation. Les réseaux sociaux, je dirais que ce n'est qu'une application. Mais le fait que l'Internet, le broadband, la bande passante, etc., passe dans tout. Je veux dire, ça prend dans l'intelligence artificielle, ça passe dans... Donc, on est plus vulnérable qu'avant. Donc, ça véhicule toutes sortes d'images, de messages. Et ça va très vite. Et la masse et la fréquence de ces messages sont énormes comparées à avant. Donc, et c'est là que nous aussi... Parce qu'on peut arrêter un site, même s'il diffuse à partir de l'Inde ou du Japon. On peut aujourd'hui... Bloquer un site. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut être au-delà de ça. Comment on contrecarre? Et comment est-ce qu'on emploie aussi cette même technologie pour continuer l'éducation aussi? Et aussi pour que les gens aient les outils de savoir filtrer ce genre d'histoire. Ça aussi, c'est très important. Justement, Madame Félicité, vous dites que vous avez décidé de vous focaliser sur les étudiants, et si vous dites les étudiants, ce ne sont pas des étudiants rwandais seulement là-bas, c'est des étudiants des pays, comme Albert le disait, loin de la réalité du Rwanda, loin de l'histoire du Rwanda. Déjà, comment est-ce que vous formulez votre message? Comment est-ce que vous transmettez, vous qui avez survécu au génocide des Tutsis, comment est-ce que vous arrivez à véhiculer, à faire revivre à cette jeunesse ce passé aussi douloureux, mais avec un objectif d'éduquer, comme vous l'avez dit vous-même? Alors, c'est pas très compliqué, en tout cas, étant en Belgique, si je suis en Belgique, l'histoire de la Belgique et du Rwanda, c'est vraiment une histoire totalement liée. Et donc, je suis partie déjà du fait que quand je rencontrais les élèves, les étudiants, la plupart de professeurs belges, jeunes belges, ne connaissent pas le passé colonial belge, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Donc, il y en a qui se sont formés sur autodidactes, qui ont lu, qui ont appris, qui ont creusé, qui ont fouillé. Mais ce n'est pas quelque chose de connu. Donc, déjà, ça, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de rappeler nos liens historiques avec la Belgique. Ça va très vite. En France, c'est pareil. On connaît très bien le rôle de la France au Rwanda. Et donc, les curiosités font que lorsque nous apportons notre brique, notre pierre à l'édifice, les jeunes entendent aujourd'hui, ils comprennent et ils lisent. Et c'est pourquoi je me dis, parler à un public jeune, qui n'est pas souillé, qui est curieux d'apprendre déjà sa propre histoire, c'est un bon départ. Je pense que avec les professeurs, le problème qui vient d'évoquer de la jeunesse, c'est vrai, ce sont des jeunes professeurs belges. C'est quelque chose de très important, Albert, lorsqu'il dit que ces jeunes professeurs connaissent mal l'histoire
colonial. Ce que la Belgique a fait en Afrique. Pourtant, lorsqu'on va loin dans l'histoire du génocide des Tutsis, lorsqu'on rentre dans les années 59, on revient au début des années 60, en 63, 73, jusqu'à très récemment en 94, il y a une corrélation. Attends, Mais déjà- c'est pire que ça. C'est pire que ça. Mais il y a deux choses. Ce qu'elle dit, le fait qu'ils ne connaissent pas, c'est aussi une évolution du système éducatif en Europe. Il y a C'est fait délibérément, ça Ça a c'est- évolué ou Non, on c'est une estime que évolution. non, ça c'est pas important pour vous d'apprendre? C'est une évolution parce que je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Citez-moi 2 journalistes belges que vous connaissez, spécialistes de la région. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Allez. Colette Brackmann. Brackmann. Voilà. Marie-France Cross. Vous en connaissez d'autres? Non. Bon, peut-être en Flandre, Peter Verlinden qui se croit que... Mais vous n'en connaissez pas d'autres. Ça fait combien d'années qu'ils sont là? Madame Y a-t-il- Brackmann, y a-t-il une relève? Non, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, il y a une évolution. C'est ça la réalité des choses. Il n'y a pas d'intérêt pour le petit Rwanda. Non, ce n'est pas pour le petit Rwanda. Il n'y a pas d'intérêt pour autre chose que... Mais, je veux dire, avant, c'était la Belgique. La Belgique était la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique est au sein de l'Union européenne. Hein? Ce n'est plus la Belgique. Ce n'est pas la même chose. En Europe, on vit une autre réalité depuis la fin de la guerre froide, je dirais. C'est pas une entité Ce n'est à pas la part même chose entière qui gère. Et même, ça c'est pour vous dire l'évolution, mais même je peux vous dire que vous ne connaissez vous-même pas l'ampleur de l'impact de la Belgique. La Belgique, quand elle commence à être présente au Rwanda, elle n'a d'ailleurs que 80 années d'âge. C'est parce qu'elle est née en 1830. Elle arrive à peu près juste après, avec la Première Guerre mondiale, 14-18. Alors que le Rwanda est millénaire à ce moment-là. Mais la Belgique n'a que 80 années d'âge. Et en plus, quelle a été la première chose, le premier acte qu'ils font? Parce que vous ne vous rendez même pas compte, vous-même en tant que Rwandais, c'est que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils destituent le roi. Le roi, le roi au Rwanda, c'est Siman, c'est le Rwanda. Ils décapitent. Et ils font quelque chose que le Rwanda n'avait jamais connu. Ils intronisent quelqu'un d'autre. Et même quand cette personne-là commence à rentrer dans les mêmes pas que son père, parce que c'était son fils qu'on a intronisé, bien entendu, on le tue, on l'élimine. Quand les Rwandais reprennent le dessus, on met Kigeli. Et lui aussi, les Belges, tout ça, est-ce que même les Rwandais savent? Et quand Kigeli part, la première vague de réfugiés qui quittent avec lui, c'est qui? Mais c'est la colonne vertébrale du Rwanda, puisque c'est les chefs, les sous-chefs. C'est pas les petits paysans sur la colline qui sont obligés de fuir. Non, c'est le backbone du Rwanda qui part. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui a hérité la notion de l'État, de la nation, de la famille. Hein? Et ce n'est pas des Hutus-Tutsis. Hein? Non, c'est la colonne vertébrale. On dit que c'est un Hutu, un tel c'est un Tutsi. Donc le problème, ce n'est même pas Hutu-Tutsi. Donc c'est toute cette histoire-là coloniale. Mais même les Rwandais ne la connaissent pas. Alors, qu'est-ce que vous allez demander qu'un Belge la connaisse? Hein? Donc, il y a un réel travail aussi. Donc, c'était très important au capital de couper le Rwandais de son histoire, de son passé et de ses valeurs. Eux, c'était comme ça, mais c'est aussi le phénomène naturel aussi. C'est comme la rencontre entre un pot de fer et un pot de terre. Nous, on n'a rien écrit. On n'a pas écrit une Bible. Pourtant, depuis des millénaires, les Rwandais sont religieux. Ils ont la foi, ils ont une spiritualité. Mais elle est écrasée parce que la première chose que le colon fait, c'est de vous étudier, de vous écouter et de pouvoir... Parce que
depuis la Réforme, depuis les Luther, etc., on veut écrire la Bible dans la langue, chaque fois locale. Donc la première chose, c'est qu'on vous bombarde avec une chose écrite en Kinyarwanda, et qui a donc plus de poids tout d'un coup pour les Rwandais que Imana qui était là depuis leur existence. Et c'est comme ça que l'école va remplacer Torero. Hein? Donc l'éducation, donc ce pot de terre, il est écrabouillé par un pot de fer parce que lui vient avec des choses qui sont tangibles et qui nous écrasent complètement. Mais ni les Rwandais connaissent leur histoire et on a un déficit même d'apprendre notre propre histoire. Depuis 1994, on n'a pas avancé là-dedans. Et ça, mon humble avis, c'est quelque chose auquel il faut remédier le plus vite possible. Parce que ça, c'est très important. Là, on parle de la jeunesse au niveau de l'Europe. Précisément, elle nous parlait de la Belgique, qui a une histoire. En Belgique, il y a une évolution. Oui, en Europe, il y a une évolution. Qui a une histoire avec le Rwanda. Mais moi, je parle également, il y a les jeunes Rwandais qui naissent aujourd'hui en, en Europe. Je dis le... qui naissent en Europe. Qui naissent en Europe. Qui grandissent en Europe. On se demande aussi à l'âge de l'Internet, les réseaux sociaux qu'ils utilisent au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour garder ces enfants-là en contact avec leur histoire et surtout avec la vraie version de leur histoire? Je vais te dire, si je peux me permettre de m'ouvrir et de te parler de ça, mais avec mes cheveux gris, c'est la seule chose qui me fait que tous les matins, je me pose cette question. Parce que moi-même, je suis arrivé en Europe étant jeune. Quand je suis arrivé en Europe, j'allais commencer l'école primaire. Et pourtant, toute ma vie, la seule chose qui a compté pour moi, c'est le Rwanda. Parce que dès que je rentrais à la maison, j'étais au Rwanda. Et donc, mais mes parents n'ont jamais eu de concurrence de YouTube, Netflix ou de réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai pu avoir cette chose. Mais aujourd'hui, que ce soit là-bas ou ici, comment est-ce qu'on fait pour transmettre notre mémoire? Ça, c'est un challenge. Et j'espère justement pouvoir contribuer avec... Parce que ça, c'est maintenant, je dirais, dans notre génération dans laquelle j'appartiens, je crois que c'est une des dernières choses qu'on doit à notre propre société. C'est comment on contribue à transmettre cette mémoire. Madame Félicité, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien. Voilà, justement, on s'achemine vers la fin de l'émission. Justement, comment faire pour que ces réseaux sociaux aujourd'hui puissent nous aider, puissent aider à pouvoir transmettre la mémoire du génocide et surtout à pouvoir contrecarrer des versions. Aujourd'hui, plusieurs versions qu'on retrouve qui visent à dénier et surtout à renier ce génocide. Comment faire pour que la jeunesse de chez vous, la jeunesse rwandaise, la jeunesse française, la jeunesse belge et la jeunesse rwandaise qu'on retrouve ici, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux justement pour éduquer et transmettre cette mémoire pour, bien entendu, des années à venir? Alors, pour moi, trois choses capitales. La première, c'est l'information. Il faut informer. Alors, quand je parle d'informer, je ne parle pas de journalisme, hein, parce que tout à l'heure, Albert a posé la question, combien de journalistes avons-nous en Belgique qui sont spécialistes? Moi, je mets ça, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets. Spécialistes de notre région. Informer, c'est ce que nous faisons au quotidien, même si nous ne sommes pas nombreux, mais moi je m'y attelle en tout cas, c'est déjà d'aller à la rencontre de tout celui qui veut vraiment apprendre. Donc à l'école c'est très bien, mais le faire aussi par rapport à nous-mêmes, nos propres enfants. On parlait que nous sommes déjà une génération plus loin. Il faut informer déjà au niveau familial. Il faut informer un public qui ignore, parce que le négationnisme les attrape comme ça.
pense qu'il y a en tout cas un souci avec la connexion. Albert, aujourd'hui, le Rwanda on félicite le Rwanda sur la scène internationale comme un modèle, notamment des nouvelles technologies, la digitalisation, là, vous en parliez. Est-ce que cette liberté dont on clame, dont les hommes politiques, des associations quelconques veulent jouir, comment on va dissocier cette liberté d'expression, de parole, avec ce qui peut nuire, ce qui peut toucher même à l'essence de cette unité rwandaise, ou de cette unité du peuple rwandais? Je crois qu'il faut continuer à être radical. Parce que, on se bat à un moment, je veux dire, le combat a pris d'autres proportions parce que justement, tout ce qui est la digitalisation, en fait, multiplie la masse d'informations, la vitesse à laquelle elle est diffusée. Donc, à ce niveau-là, il faut continuer à être radical et il faut, je dirais, comme on dit en anglais, stand your ground. Ça veut dire qu'on dit, cette barrière-là, on ne peut pas la dépasser. Et on ne peut pas la franchir. Et je crois que je crois que de toute façon, en étant comme ça, on rend un service à la nation, au monde entier. Il n'y a pas que nous. Parce que, ce que nous avons... Et je veux dire, la chance qu'on a, c'est que toutes les accusations qu'on porte à l'image du Rwanda et du président Kagame, s'ils avaient vraiment... Si on avait des squelettes dans les tiroirs, ils les auraient sortis. Mais ça ne reste que des affirmations, des accusations, etc., etc. Mais attention, hein, je veux dire, diffamer, il reste toujours quelque chose qui dans la tête des gens. Donc, les gens croient, je veux dire, même maintenant, ce qu'on vient de voir avec la Grande-Bretagne, il y a même quelqu'un qui raconte, on les envoie dans un pays qui est en guerre. Donc, je veux dire... Parce que les gens attrapent des bribes d'informations. Donc, ils ne savent pas que depuis 28 ans, ici, il ne s'est rien passé. Et en plus, donc, je crois qu'il faut être radical. Franchement, je crois qu'au Rwanda, on doit continuer à être radical. Mais surtout, on doit pouvoir utiliser cette même possibilité, ce même potentiel de masse et de vitesse de diffusion, nous aussi, à éduquer, mais sans pincettes. Il ne faut pas qu'on soit timide dans cette éducation. Il faut qu'on dise les choses, ce qu'elles ont été. Sinon, on n'y passe pas. Enfin, ça c'est mon point de vue personnel. Mais je crois que autant aussi, je crois que les gens qui sont les gardiens de cette mémoire doivent se concentrer de savoir comment on transforme ça, ce désavantage en plutôt un atout. Justement, quand on parle de ces gardiens-là, de la mémoire, de cette unité, des gens qui ont combattu, des gens qui se sont donnés corps et âme pour qu'on ait le Rwanda qu'on a aujourd'hui, ils ont un certain âge. Combien d'entre eux comprennent la force, par exemple, des réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, bon, la tâche n'est pas uniquement à eux. Hein. La tâche est aussi même... S'ils ont la mission d'apprendre la jeunesse, ils sont aussi... Non, mais c'est quelque chose qui est collectif et qui doit d'office... Je veux dire, même dans ce genre de... Même en Europe, tout ce qui est développement digital, même ici, combien de jeunes ne se lancent pas justement dans les nouvelles technologies. Donc, en même temps, c'est la même chose. Ça veut dire que ce que je crois que de toute façon, ça doit être un dialogue continu intergénérationnel. Parce que de toute façon, je crois que même les parents d'aujourd'hui, ils s'inquiètent pour leurs enfants.
Et les enfants qui demain seront des parents vont s'inquiéter encore plus et pire. Donc, je dirais donc que ça, mais c'est pour ça que je te remercie aussi même pour cette émission, parce que c'est une réflexion qu'on n'a pas encore fait clairement. Et il faut la faire. Il faut la faire. Il faut y réfléchir. Qui dit faire, dit également s'investir. Absolument. Il y a quand même des moyens aujourd'hui qui doivent être mis à la disposition pour que justement ce dialogue-là intergénérationnel puisse continuer. Et surtout, Albert, mais autant ce pays... En dehors des 100 jours oui. de commémoration, est-ce que les gens ne doivent pas réfléchir également à comment... Non, je donne un exemple. En Allemagne, depuis la fin de la guerre... 45. Oui. Ils n'en ont pas eu d'autres, heureusement. Mais depuis l'histoire de l'Holocauste est enseignée tout le temps. Les Allemands se sont flagellés pour regarder la vérité en face. Les Allemands, on leur a appris ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens. Mais après autant d'années, ça a pris beaucoup plus de temps que nous. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a des gens qui adhèrent aux néo-nazis. Mais en gros, il y a quand même eu pendant tellement de temps... mais encore une fois, la grande différence entre eux et nous, c'est que l'Allemagne ne vit pas avec ses victimes. Les bourreaux et les enfants des bourreaux ne subissent pas de vivre avec les victimes de leurs parents. C'est-à-dire que le Rwanda, la différence, c'est que les Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais vivent côte à côte. Oui. Donc, entre les bourreaux et les survivants. Les survivants, c'est ça. Oui. Peut-être pour terminer, Albert, vous avez été en Europe, et vous vous rendez en Europe souvent. Quand même, on parle des réseaux sociaux. Vous, journaliste que vous êtes, vous faites un peu de la recherche également au quotidien. Qui sont les vraies images de certaines personnes derrière tous ces messages, tous ces YouTube qu'on retrouve en Europe? Il est vrai qu'en Europe et ici, c'est différent. C'est différent. Parce que ici, c'est souvent des pauvres gens. Des satellites? Ici, c'est souvent des pauvres, oui, de pauvres gens. Pauvres gens, des satellites, quand même. Non, pas nécessairement. C'est des gens qui croient qu'à travers ce genre de choses, ils peuvent arriver à autre chose. Hein? Bon, il y a une partie, mais il y en a d'autres que non. D'autres, c'est des héritiers. Oui, ils héritent une idéologie et ils veulent continuer à rentrer là-dedans. Et ils vous refont même l'histoire du Rwanda de leur propre invention, etc. En Europe, c'est vraiment... C'est la deuxième génération de ceux qui ont commis le génocide. C'est vraiment... Ça, c'est le gros. Ça, c'est le gros. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre au Rwanda, qu'ils croient. Parce que des fois... prenons un exemple très clair. La famille Mbonimutwa, ça aurait été génial si les enfants prenaient une décision de dire « arrêtons ça ». Allons à la table. Est-ce que notre grand-père qui a commencé ça avait une raison d'être? Si oui, adressons-la. Est-ce que ça devait entraîner le génocide? Certainement non, parce qu'il n'y a rien qui peut justifier un génocide. Et donc, comment est-ce qu'on se revoit? Mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Malgré tout, il y a toujours des individus. On n'a jamais un 100%.
On n'a jamais un 100% de gens qui sont tout à fait dans ce côté-là, tout à fait dans un autre côté. Donc là aussi, en Europe, c'est déjà beaucoup plus clair. Et puis, il y a quand même un tout petit peu, un petit semblant de profil de gens qui sont un peu comme ici. Il y a quand même quelquefois aussi des gens qui s'inventent un métier dans les droits de l'homme. Dans les droits de l'homme. Et tout d'un coup, en fait, c'est une façon d'être, je dirais, reconnu pour quelque chose qui n'a pas l'air d'être criminel, alors qu'en fait, ils ont été poussés là-dedans parce qu'il y a un passé criminel qui n'est peut-être pas immédiatement le leur, mais qui est en fait de la famille. Voilà, en tout cas, on aura compris vos propos et je pense que c'est là qui va nous permettre également de mettre fin à notre émission. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au négationnisme du génocide commis contre les Tutsis, mais surtout des actions qui sont menées au niveau des réseaux sociaux. C'est un travail en continu et on espère vraiment que les gens vont s'investir davantage pour que le négationnisme ne puisse pas trouver place, que ce soit ici au Rwanda et même ailleurs en Europe particulièrement. Permettez-moi de remercier justement Madame Félicité Diamoukulu qui intervenait depuis Paris. Elle est ancienne vice-présidente de Ibuka à Belgique. Merci également à Albert Rudatsimburgwa. Il est un des grands journalistes qu'on a au Rwanda. C'est un aîné dans le métier. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.